Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, j'aimerais bien commencer un petit vlog lecture. Il va durer à peu près, je sais pas, une semaine ou 10 jours. Et j'aimerais bien vous montrer mes lectures un tout petit peu en cours, comme mes sentiments, comme mes, je sais pas, c'est un tout petit peu à vif. Vous voyez pas déjà raconter ce que j'ai lu. Mais par contre, on va quand même commencer par un livre que j'ai déjà lu. C'était, je crois, vendredi dernier que j'ai lu le livre de Christiane Jacques, Les larmes d'Isis. Et ça, c'est la série qui s'appelle Les enquêtes de l'inspecteur Higgins. Franchement, j'ai attendu parler de Christiane Jacques, mais j'ai jamais lu ses romans avant. Et vu que là, maintenant, en période d'automne, comme tout le monde, j'aime bien lire tout ce qui est détective, cosy mystery, etc., etc. Je voulais lui donner une chance, surtout que je pense qu'il n'y a pas longtemps sur TF1, le matin, quand Adèle se prépare pour aller à l'école, on regarde Le Bonjour et du coup, on a parlé de nouveaux livres dans cette série, je crois même, qui vient de sortir. Et à la bibliothèque de Bordeaux, j'ai trouvé, il y a quelques livres de cette série. Moi, c'est déjà le 49e. J'ai pas trouvé le tout premier, mais j'ai pensé que ça va marcher un tout petit peu comme vous savez les histoires d'Agatha Christie sur Hercule Poirot ou Miss Marple, qu'en fait on peut lire n'importe quelle histoire, style peut-être dans la vie de notre protagoniste principal, il y a quand même un fil de temps où je sais pas, il y a quand même la chronologie logique, mais ça n'a rien à voir avec les histoires parce que c'est quand même les enquêtes qui sont terminées. Dans ce livre-là, en fait, comme je vous ai dit, je connaissais rien du tout. Euh, Tout d'abord, je voulais essayer un livre, vous savez, l'un de ces séries qui sont sur l'Égypte ancien. Mais il n'y en avait pas de premier livre dans les séries, alors j'ai décidé de prendre ça. Ici, l'histoire, il nous parle de l'inspecteur Higgins. Dans celui-là, il est déjà à la retraite. Il y a un ami à lui qui le contacte parce qu'il y a un homme très riche et très connu qui a créé un centre égyptien à Londres qui est disparu. C'est sa femme qui s'appelle Isis, d'ailleurs qui a dit qu'il avait disparu parce qu'il était parti à l'anniversaire de son frère et il n'était jamais revenu. La police, elle dit que s'il faut, le monsieur, il est parti parce qu'il voulait la quitter. Enfin bref, ils ne veulent pas, bien sûr, commencer une enquête, je ne sais pas quoi. Et cette femme, Isis, elle contacte un homme qu'elle connaît, qui se connaît en égyptologie. Et lui, il contacte notre ancien inspecteur Higgins. Et il commence l'enquête et pour vous dire tout, c'était bouclé en 2 jours et j'ai pas très aimé. J'ai donné 3 étoiles parce que c'était trop vite. J'espérais de trouver, vous voyez, un tout petit peu ce vibe d'Agatha Christie, mais le seul truc, certes, c'est court comme Agatha Christie, mais c'est pas cette ambiance-là. C'est vraiment très rapide, il manque des éléments, c'est très superficiel à mon goût. Je sais pas, peut-être il y en a d'autres romans de Christian Jacques qui sont meilleurs que ça. Dites-moi dans les commentaires, est-ce que peut-être vous avez lu même ces séries qui parlent de l'Égypte ancien? Je vais essayer en tout cas encore un ou deux, mais sinon celui-là, il m'a pas plu beaucoup. Et du coup, là maintenant, on va parler de mes lectures en cours. Tout d'abord, j'aimerais bien vous parler de Robin Hood et les aventuriers de la mer. Moi, c'est le premier intégral. Je sais qu'en France, ils sont découpés bizarrement, ces romans. En fait, il y en a beaucoup qui les lisent en format poche. Moi, j'aime pas parce que je me perds très facilement. En fait, ils sont marqués style Les Aventuriers de la mer 1, Les Aventuriers de la mer 2, mais normalement, je préfère les lire. Par exemple, en Ukraine, ils sortent maintenant ces livres et ils ont commencé à les publier en ukrainien, mais on est que sur le deuxième livre dans cette trilogie-là. Et normalement, on les publie comme ils les avaient publiés à l'époque aux États-Unis, c'est-à-dire que ça, c'était le premier livre.
Nous, on dit en France que c'est l'intégrale 1. J'ai entendu dire une youtubeuse comme quoi les livres, ils étaient découpés en France en livres de poche par trois, si vous voulez, parce que c'était dans les années, la première édition, c'était dans les années 90. Et à l'époque, les gens, ils aimaient pas les grosses briquettes et les livres de poche, ils étaient très à la mode parce que c'était très pratique pour les amener avec, soit dans le métro, dans les transports, etc., etc. Mais bref, moi, je préfère les livres comme ça dans les intégrales. Et je vous ai dit, j'avais réservé ce livre à la bibliothèque, je l'ai eu, le premier intégral. Là, je suis déjà même plus qu'à la moitié. Je suis à la page 618, c'est le chapitre 22 sur 950 pages. Ça, c'est l'histoire qui tourne dans le même univers que l'assassin royal et normalement, on dit qu'ici, il n'y en a pas de protagoniste, c'est une histoire à part. C'est-à-dire qu'on peut lire simplement l'assassin royal et après la deuxième époque, ou comment ça s'appelle, sans passer par les aventuriers de la mer, mais les plupart, les 99% des gens, ils disent que quand même c'est bien de lire aussi les aventuriers de la mer pour mieux comprendre l'univers de Robin Hood, parce que de toute façon, ce qui se passe ici, on voit un tout petit peu et on comprend un tout petit peu mieux l'histoire après dans la suite de l'histoire de Fitz. Ici, dans les aventuriers de la mer, on suit les familles de marchands qui possèdent les vives neuves, comme ils le mettent quand ils les mettent dans le livre, mais sinon, c'est comme des navires vivants. En fait, les navires, ils se réveillent après la mort du troisième dans la lignée familiale. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne sais pas comment expliquer. Par exemple, la famille qu'on suit ici, euh, elle doit attendre le navire, elle doit attendre la mort du troisième propriétaire. Ce navire-là qu'on voit dans notre famille, je me rappelle même plus les noms parce que les noms, vous savez, dans les Robin Hood, j'ai trouvé dans le livre, c'est la famille Vestrit. Franchement, c'est pour ça, en fait, c'est super compliqué de le mémoriser. Et en fait, dans cette famille Vestrit, le navire, il était construit par la grand-mère de notre protagoniste, Althea. Je crois que c'est Althea, mais je me rappelle plus. Oui, c'est Althea. Et c'est-à-dire que la mamie, elle était morte. Là, maintenant, après, c'était arrière-grand-mère. Après, c'était le papy qui était mort. Et maintenant, c'est son père qui meurt. Et c'est-à-dire que leur navire, qui s'appelle Vivicia, il se réveille. Et du coup, en fait, ce qui est intéressant, ces navires, c'est, vous savez, cette stature qui est sur le devant du navire, sur le proue, comme on dit. Des fois, c'est un homme, des fois, c'est une femme. Et quand il est figé, quand il est encore pas réveillé, on voit en fait le visage, on voit la silhouette et tout ça, mais c'est après le réveil, on peut savoir vraiment le caractère du navire. En fait, c'est comme une personne. C'est pour ça ça s'appelle comme un bateau vivant. Et normalement, Althea, elle a espéré que c'est elle qui va hériter ce navire, parce que dans sa famille, les garçons, ils étaient morts quand ils étaient petits parce qu'il y avait une peste dans la ville. Elle a une sœur aînée qui est déjà mariée, qui a 3 enfants, mais elle est sûre à 100% que son père, enfin que son père, elle va donner le navire à elle parce que c'est elle qui a passé toute son adolescence avec lui dans la mer, voyagé avec lui. Elle connaît très très bien le navire et en fait on ne peut pas le vendre, le navire, on ne peut pas le donner à quelqu'un d'autre. Il faut, après le réveil, et même quand il n'est pas encore réveillé, il faut qu'il y ait toujours un membre de la famille qui soit présent sur le bord pour, grosso modo, pour le bon fonctionnement et du navire. Vous voyez que le navire, elle doit, comment dire, se sentir aimée, elle doit se sentir
entouré de la famille pour bien fonctionner. C'est-à-dire que s'il ne se sent pas bien, il peut même jouer contre la famille. C'est-à-dire qu'il ne va pas avancer ou même elle va se jeter sur les rives en fait pour se briser, etc., etc. Mais va savoir pourquoi. Quand déjà son père elle était malade, c'est le mari de sa sœur aînée qui a commencé, qui était nommé comme capitaine du navire, mais Althea quand même, elle a continué de penser que peut-être il s'appelle Kyle, son beau-frère, qu'il va rester comme capitaine, mais c'est elle qui va hériter, c'est elle qui va être propriétaire de ce navire. Mais quand son père il est en train de mourir, il dit que c'est sa sœur aînée qui hérite, vu qu'elle est aînée, c'est elle qui va posséder le navire. Et Althea, elle se sent vraiment trompée parce que les soupçons que c'est sa mère qui a dirigé le père dans ses pensées en fait vers l'acte comme ça, et elle s'enfuit et on ne suit pas que Althea dans cette histoire. Je vous ai raconté juste le début, mais on suit toute la famille. En fait, on suit ce beau-frère méchant, on va dire comme ça. On suit Althea, on suit aussi sa mère et sa sœur, sa nièce. On suit aussi des pirates. Pour l'instant, en fait, je vois pas du tout le rapport de ces pirates avec notre famille Vestrit, et je suis déjà à plus que la moitié du livre. Certes, il sert dans l'histoire, mais pour l'instant, je ne vois pas du tout comment ils vont se croiser, machin, etc., etc. Le début, il m'a plu beaucoup. Là, je suis déjà à la moitié du livre et ça commence un tout petit peu, vous savez, c'est toujours à la moitié du livre. Au milieu, c'est très vague. On nous raconte beaucoup de choses. En plus, Robin Hobb, elle aime bien décrire. C'est très long. C'est intéressant, mais des fois, quand même, on sent s'élonguer. Et j'attends quand même que maintenant il y aura un tout petit peu plus d'action, mais sinon j'aime bien. C'est pareil, j'aimais beaucoup euh, l'assassin royal et pourtant pareil dans le premier et surtout deuxième livre, pour moi, il y avait beaucoup de longueur, mais quand même l'histoire, c'était les trois livres, ils étaient à 5 étoiles. Là, je vais continuer, j'espère de le terminer jusqu'au 26 novembre parce qu'il faut que je rende le livre à la bibliothèque. Je suis désolée pour ma voix, mais avec Adèle, on tombe malade, alors je parle comme ça, mais en fait, si je filme pas, après, ça va être déjà la lecture terminée. Alors, j'ai emprunté aussi Humberville Nicole, c'est Les dieux et les monstres, et c'est le premier livre. Au début, je pensais que c'était la trilogie, mais apparemment, là, en anglais, il y a déjà le quatrième livre qui est sorti, et je sais même pas est-ce que c'est la fin ou pas. Du coup, en fait, ça, c'est le premier livre qui s'appelle Le livre maudit d'Azraël. Pareil, je suis ici à la moitié. Je sais pas pourquoi. Je pense que c'est avec la sortie d'Alchemist de Senlin Yu où j'ai commencé à revenir un tout petit peu vers fantasy et surtout romantasy. Et je sais pas, ça me donne le goût et j'ai vu beaucoup d'avis positifs, surtout sur Booktube ukrainien, sur ce livre-là, parce que maintenant c'est vraiment style un tout petit peu comme Alchemist en France ou un tout petit peu comme Quicksilver ou je sais pas quoi. Mais en Ukraine, maintenant, c'est très, très à la mode ce livre-là. En fait, il y a déjà le deuxième, pareil, qui était sorti. Et j'avais envie de savoir de quoi ça parle. Ça, c'est aussi un tout petit peu, j'ai vu que quelqu'un a dit que c'est le fantasy urbaine. Et moi, je suis d'accord parce que au début, je comprenais pas est-ce que c'est fantasy, dark fantasy. En fait, vous savez, les limites, elles sont tellement floues qu'on ne sait jamais. Je pense que c'est quand même plutôt fantasy ou romantasy un peu dark et urbaine. Je suis d'accord parce que tout se passe ici dans les villes, sur les planètes qui n'existent pas, comme vous pouvez voir. En fait, notre protagoniste, elle est un tout petit peu méchante, on le comprend dès le début. Elle s'appelle Diana, ou Diane, Diana, mais avec deux N. Je ne sais pas pourquoi. Et
elle, c'est une créature qui était, en fait, elle était humaine, mais elle a vendu grosso modo son âme contre la vie de sa sœur qui était mourante. Et il y a un monstre qui a pris Diana comme une esclave, on va dire comme ça, contre la vie de sa sœur, pour que sa sœur elle vit. Et Diana, elle est devenue l'esclave et on peut comme je sais pas, une exécutrice pour ce monstre qui s'appelle Kaiden. Lui, il est comme un chef parmi toutes ces créatures possibles, parce qu'il y a aussi ici les vampires, les loups-garous, il y a des sorciers. Au début, on comprend pas trop parce que ça nous semble qu'il y a too much. Et c'est fur et à mesure qu'on commence à comprendre un tout petit peu le l'univers. J'aime pas du tout les fantaisies, vous savez, quand dès le début, il y a 300 pages où on nous explique l'univers, et c'est-à-dire que ça devient très très long. Ici, au début, on est un tout petit peu perdu, mais quand même, fur et à mesure, l'autrice, elle nous donne plus de détails et on comprend mieux ce monde. Et du coup, ce Kaiden, il veut trouver le livre maudit d'Azraël pour devenir vraiment le maître de tous les, tous les mondes, en fait. Parce que ici, eux, ce sont des monstres, mais il y a aussi des dieux qui vivent, on va dire, comme dans une réalité parallèle. Parce que il y avait notre autre protagoniste qui s'appelle Liam. Lui, c'est un dieu et c'est lui qu'on appelle le briseur du monde, parce qu'il y avait la guerre entre les monstres et les dieux. Et pour protéger grosso modo les humains et les dieux des monstres, ce Liam, il a brisé le monde. Et c'est-à-dire que tout ce qui était les monstres, ils étaient restés dans une autre, sur une autre planète pour protéger les biens, on va dire comme ça. Et même, il était persuadé que les monstres, ils n'existaient plus jusqu'au jour où ils se confrontent tous les deux. Franchement, au début, je pensais que c'était simplement le fantasy. Et c'est après, je regardais pas beaucoup d'avis. Et c'est après que j'ai compris que c'est grosso modo, c'est romantasy, où on voit des ennemis, comme enemies to lovers, comme on dit toujours. Et c'est qu'à la moitié du livre, il commence juste d'être même pas des lovers, il commence à être un tout petit peu comme des amis, mais vraiment très timidement. Franchement, j'aime beaucoup. Pour l'instant, j'aime vraiment beaucoup parce que, comme je vous ai dit, c'est super intéressant. C'est pas cliché, comme vous savez, il y avait quelques années d'affilée, on voyait que ces histoires défaillées comme des Sarah J. Maas. Vous savez, c'était copier-coller de Sarah J. Maas avec un cotard. Là, ici, c'est vraiment quelque chose à part. Et c'est pour ça, je pense que c'est tellement intéressant. J'espère que ce livre, il va pas se terminer sur un cliffhanger, parce que j'aimerais bien garder le deuxième livre au moins jusque le troisième il sorte. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que si c'est chaque livre il se termine, qu'il faut lire tout de suite le prochain et on n'a pas encore de traduction, ça va être compliqué. Là, pour l'instant, je lis le premier. Euh, et j'aime beaucoup. Et après, je verrai, est-ce que je commence tout de suite le deuxième? Il y est aussi à la bibliothèque. Mais je ne sais pas quand il va être traduit le troisième. Mais je vous le recommande déjà, parce que si vous aimez vraiment la fantasy qui n'est pas, voilà, où il n'y en a pas de failles, c'est quelque chose qui sort de l'ordinaire. C'est vraiment très très bien écrit et l'histoire, elle est passionnante. Non, l'autre livre que j'avais commencé samedi, c'est le deuxième tome de Pierre Pavel et c'est l'Alchimiste des Ombres. C'est la trilogie Les Lames du Cardinal. Je suis déjà aussi à la moitié. Pareil, je vais pas trop spoiler parce que c'est le deuxième livre qui est au milieu de la trilogie. Mais ici, les aventures
des lames de cardinal, il continue. Il y a toujours ces complots contre la France. Il y a toujours cet ennemi qui sont représentés par d'autres personnages qui veulent du mal à la France, au roi Louis XIII, au cardinal. C'est toujours très passionnant. En fait, je sais pas, j'aime bien ce fantasy historique et comme je vous ai dit dans la vidéo précédente, ça me donne même presque envie de relire Alexandre Dumas, Les Trois Mousquetaires et tout ce qui va avec, tellement ça me plaît. Franchement, j'espère aussi de finir rapidement le deuxième et de lire le troisième parce que je veux rendre ces livres quand je vais aller à la bibliothèque le 26 novembre. Et encore un livre que j'avance vraiment très très rapidement, c'est Alabama 1963 de Ludovic Manchette et Christian Niemetz. Je l'avais commencé avant-hier, il me reste encore 120 pages. Au début, ça me donnait un peu la vibe de ce livre qui était très très populaire il y a 10 ans de ça. Je vais vous mettre ici la couverture. Je ne me rappelle plus comment elle s'appelle en français. Les Servantes ou quelque chose comme ça. Il y avait même aussi un film. J'adorais ce livre à l'époque quand je l'avais lu. Je l'avais trouvé très très bien. Et pourquoi celui-là, il me rappelle parce qu'on suit au début notre héroïne qui s'appelle Adela. Elle est la femme de ménage noire à Birmingham, en Alabama. Et c'est le début des années 60, 1963, en pleine déségrégation. Et en fait, chaque jour ou en fait 2 jours par semaine, il travaille chez les employeurs différents. Et il y a ici même les situations qui sont très très semblables à ce qu'on avait vu dans le livre dont je vous ai parlé, parce que ces femmes blanches qui sont très très méchantes avec les femmes de ménage noires, c'est vraiment beaucoup d'insultes, de rabaissements. Euh, on le lit, on se sent presque, vous voyez, pas bien parce que c'est tellement bien décrit. Les choses horribles qui sont bien décrites, on va dire comme ça. Et on voit notre Adela faire les ménages chez les femmes comme ça. Et en même temps, on découvre qu'il y a une fille noire de 10 ans qui était disparue. Et les parents, ils sont allés voir la police, mais la police, elle ne veut pas la chercher parce que c'est une gamine noire. Quelques jours après, on trouve un cadavre d'une fillette noire, mais ce n'est pas celle qui était disparue. Et là, on commence à se poser des questions. Est-ce qu'il y a vraiment un serial killer qui tue que des gamines noires? Et il y a un autre protagoniste qui s'appelle Bud, ou je ne sais pas comment on le prononce, je pense que c'est Bud en anglais. Et c'est un voisin des parents de la première fille qui était disparue qui conseille d'aller voir ce Bud qui est devenu, avant il travaillait à la police, mais on comprend très bien qu'il s'est passé quelque chose, qu'elle était renvoyée, et là il sombre dans l'alcool, mais still il est ouvert comme une agence de détective privé, et il se nomme comme détective privé, mais il passe ses journées dans son bureau qui est tout sale, crasse et tout, en fait, à sombrer dans l'alcool. Et ses parents, ils viennent voir ce détective privé. Et en même temps, vu que Adela, elle était virée par une femme blanche parce qu'il n'y avait personne pour garder son petit garçon le temps qu'elle travaillait, il était venu avec elle, mais il l'a laissé dehors dans le jardin. Et en fait, elle est allée voir ce gamin, la fillette blanche qui jouait à côté dans le jardin voisin. Et ils ont fait tout un tralala parce qu'il a touché la main
de cette gamine parce que les enfants, voilà, ils se voyaient pas comme blanc, noir, etc. Ils voulaient jouer ensemble. Et Adela, elle était renvoyée pour ça et elle cherchait justement un autre boulot pour mercredi et samedi, les jours quand elle travaillait chez cette femme. Et elle a trouvé, on l'avait sollicité pour travailler dans le bureau de notre détective privé. Elle était venue là-bas, elle a vu comment c'était minable ce bureau. Elle voulait dire au début non, mais après, quand elle a appris que les parents de cette fillette disparue étaient venus le voir pour la retrouver, elle décide de rester, style pour, au début, c'était un peu pour être au courant de l'enquête et pour voir si il fait quelque chose, parce qu'elle voit très bien qu'en fait, il passe ses journées à boire et dormir. Mais après, très vite, même Bad, elle comprend que si il veut enquêter, il lui faut poser des questions aux gens noirs de Birmingham, mais on lui ouvre pas la porte parce que lui, il est blanc. Et il se sert un peu d'Adela pour rassembler les témoignages, parce que c'est très bien que les gens dans les quartiers où ils habitent, les gens de couleur, ils vont plus facilement se confier à elle qu'à lui. Franchement, j'aime bien cette histoire. C'est pas, comment dire, il y a tout le temps l'action, mais c'est pas comme si c'était vraiment une thriller d'aujourd'hui. Je trouve qu'ici, il y a vraiment cette atmosphère des États-Unis du Sud dans les années 60. Vous voyez ce que je veux dire? Euh, on apprend plein de faits historiques parce qu'ici, il nous montre aussi l'assassinat de Kennedy, enfin les trucs comme ça, vous voyez. Et je trouve que c'est bien écrit et l'histoire, elle est très passionnante. Moi, de toute façon, dans tout ce qui est polar, les thrillers et tout ça, je sais jamais qui est le tueur, qui est coupable. Alors, je sais toujours pas. Ici, bien sûr, il y a aussi les fausses pistes parce qu'il y en avait déjà un qui était lynché, mais c'est pas lui. Maintenant, il y a un autre suspect, mais vu qu'il reste encore 120 pages, je pense pas que c'était lui. Enfin, bref, je trouve que c'est très très bien écrit. J'ai encore un livre de ce duo d'auteurs, mais c'est pas un polar. Je crois que c'est quelque chose comme un peu comme un roman gothique. Euh, je verrai. Est-ce que je le lirai tout de suite après celui-là? Je pense pas, parce que là maintenant pour le mois de décembre, j'ai déjà une pile à lire qui déborde. Mais en tout cas, celui-là, il me plaît beaucoup. Voilà. Je pense que ça va être tout pour aujourd'hui parce que je vous ai montré tout ce que je suis en train de lire et on se reverra un tout petit peu plus tard. Peut-être j'aurai déjà quelque chose de terminé. Coucou tout le monde, aujourd'hui on est jeudi le 21, je crois, novembre et j'aimerais bien faire un petit update lecture dans ce blog. Euh, Tout d'abord, je vais vous montrer les livres terminés. Alors, j'ai terminé le tome 2 dans la série de Pierre Pavel, Les lames du cardinal. Le tome 2, il s'appelle L'alchimiste des ombres. Je ne peux pas trop vous raconter de quoi ça parle parce que c'est la suite. C'est pas comme si c'était, vous savez, les histoires séparées. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment une trilogie. Et je vous le conseille quand même de lire presque les 3 tomes ensemble. Moi, j'ai commencé le deuxième 2 semaines après d'avoir terminé le premier. Et déjà, vu que entre-temps, j'ai lu peut-être à peu près 5 livres, euh, c'était un tout petit peu, il me fallait à peu près 50 pages pour retrouver tous les personnages, pour me rappeler un tout petit peu, vous savez, de quoi il s'agit dans cette histoire. Enfin,
Sinon, c'est vraiment une fantaisie un tout petit peu même fantastique et en plus science-fiction parce qu'on nous présente ici comme comment dire, une histoire alternative, parce que quand même dans l'histoire, il y a vraiment des personnages historiques qui existaient vraiment, comme le cardinal de Richelieu, le roi Louis XIII, mais ici, il y a bien sûr les créatures un tout petit peu fantastiques, comme les dragons, les dragonnets, il y a des vampires, des sangs mêlés, c'est-à-dire quelqu'un entre le dragon et l'humain. Enfin bref, c'est très très passionnant si vous êtes vraiment un amateur de, on va dire même, vous savez, entre les romans euh, d'aventure comme Les Trois Mousquetaires, si vous aimez aussi les romans historiques et en plus avec un fleur de fantasy, je pense que cette trilogie, elle va vous plaire. Dans le tome 2, ce qui est déjà bien, que l'histoire, elle commence là où se terminait le tome 1. C'est-à-dire, on n'a plus cette, ce début de roman où on nous explique qui est qui, etc., etc. On est vraiment tout de suite plongé dans l'histoire. J'ai bien aimé le tome 2 et tout de suite, bien sûr, hier, j'ai déjà commencé le tome 3 qui s'appelle Le Dragon des Arcanes. J'ai lu 118 pages, en fait, je pense que je l'ai partagé en 4 jours pour terminer parce que la semaine prochaine, je dois rendre le livre à la bibliothèque. Et le tome 3, pour l'instant, il est quand même à la hauteur des deux premiers. Je pense que c'est même, en fait, on dit que c'est le trilogie, mais si c'est comme c'était, vous savez, vous prenez une grosse pavasse comme celui-là et en un seul livre, ça pourrait être aussi bien qu'en trois. Ce qui concerne justement, si je vous ai sorti déjà celui-là de Amber V. Nicole, c'est le livre 1 de sa série Gods and Monsters, le livre maudit d'Azraël. Et ici, je pense que depuis qu'on s'est vu la dernière fois, j'ai lu que 2 chapitres. Pourquoi? Parce que j'adore ce livre. Je ne sais pas comment ça va être après. Je parle en fait dans le deuxième, troisième, quatrième tome. Mais là, le premier, je suis vraiment bluffée par l'histoire, je pense, parce que, comme je vous ai dit déjà avant, c'est quelque chose de nouveau. Et ça me plaît tellement que j'arrive pas à le continuer. Et vous savez pourquoi? Parce que pareil, la semaine prochaine, je dois rendre le livre à la bibliothèque. Et normalement, à la bibliothèque de Bordeaux, on peut prendre les livres pour 4 semaines et après prolonger, si on souhaite, encore pour 4 semaines. Sauf que celui-là, je ne peux pas le prolonger et je ne sais pas, est-ce que parce que c'est la nouveauté ou est-ce qu'il y a quelqu'un derrière moi qui a déjà réservé le livre et il me reste quelques jours et je ne veux pas me précipiter. En fait, l'histoire, j'aimerais bien le savourer. Et là, je suis vraiment, c'est comme un dilemme parce que d'un côté, je me suis inscrite à la bibliothèque pour ne pas acheter des livres et justement économiser un peu, mais de l'autre côté, l'histoire, elle me plaît tellement que j'aimerais bien l'avoir dans ma bibliothèque à la maison. Je l'ai cherché sur Vinted. Sur Vinted, en fait, les prix ils sont presque comme le livre neuf et je vois pas du tout l'utilité de l'acheter. Alors, pour l'instant, je réfléchis. Je vends quelque chose sur Vinted, peut-être je vais m'en acheter au moins le tome 1 sur Vinted d'occasion. Enfin, je sais pas, mais c'est vraiment l'histoire qui me passionne beaucoup. Et pourtant, moi, j'aime pas beaucoup, vous voyez, le fantasy urbaine. C'est vraiment quelque chose qui, ou peut-être parce que j'ai pas essayé et je me suis mis dans la tête que ça va pas me plaire. Mais en fait, ça me plaît énormément. Et moi, c'est quand je dis, je ne veux pas lire vite, vite, vite parce qu'il me faut rendre le livre. J'aimerais bien vraiment savourer l'histoire. Alors, pour l'instant, je la mets sur pause. L'autre livre que j'ai terminé, c'est Alabama 1963 de Ludovic Manchette et Christian Nimetz. Franchement, c'est un très très bon livre. C'est un bon polar. Je ne peux pas dire que c'est un thriller.
pour moi, c'est plutôt voilà, une histoire policière et une histoire tout simplement de l'humanité, on va dire comme ça, parce que, comme je vous ai dit, dans ce livre, on est à Birmingham, Alabama, dans les années 60, et c'est cette confrontation entre les Blancs et les Noirs, on va dire comme ça. Enfin, c'est pas une confrontation, c'est en fait les lois, elles commencent à changer. Et la société au nord des États-Unis, bien sûr, elle a commencé à changer déjà un petit moment, mais au sud, ça reste toujours les mêmes préjugés contre la population noire. Ça existe toujours le Ku Klux Klan et ça se voit en fait cette collaboration entre notre Adela et Bud qui travaillent ensemble sur les disparitions des fillettes noires. Ça se voit vraiment pas de bon oeil. Et ce qui me choque le plus, en fait, je peux encore comprendre, grosso modo, du côté des gens blancs. Mais quand les fillettes noires qui disparaissent, qu'après le corps, on les retrouve dans l'état pas possible, et que les gens des quartiers de couleur, vous voyez, des gens de couleur, ils veulent pas donner leur témoignage tout simplement parce que le détective il est blanc. C'est ça qui me choque le plus parce que quand même le plus principal, le plus important dans l'histoire, c'est de retrouver ou d'essayer de sauver des vies de ces gamines. Enfin bref, la fin, je l'ai prévoyée. Enfin, j'ai pas deviné qui était l'assassin, mais je prévoyais qu'est-ce qui va se passer tout à la fin et ça se termine. Et c'est comme je vous dis, il y a toujours ce vibe de livre de Catherine Stockett. C'est vraiment, ça se termine un tout petit peu aussi sur les mêmes notes. Mais franchement, je vous conseille euh, vivement cette histoire. C'est une bonne histoire, enfin, c'est un bon polar, mais c'est aussi une très belle histoire d'amitié et d'humanité. Qu'est-ce que j'ai encore continué? J'ai continué Robin Hood, Les Aventuriers de la mer, le premier livre. Il me reste encore 230 pages et là, comme j'ai espéré, ça commence un tout petit peu accéléré. Enfin, je ne peux pas dire que c'est vraiment comment dire, que c'est vraiment le ouf, il y a beaucoup d'action, mais au moins il commence à se passer quelque chose avec euh, nos héros. C'est comme, pour ne pas vous spoiler, Althea, elle suit toujours, en fait, elle est toujours enfuie, euh, elle cherche son chemin. Enfin, tout le monde cherche leur chemin, mais au moins, en fait, ça commence à bouger un tout petit peu. Il y a vraiment euh, des personnages qui m'énervent beaucoup, comme par exemple la nièce d'Althea, qui, qui est gamine, style de 12 ou 13 ans, mais il se croit déjà être une femme adulte, mais vraiment, mes stupidités de ouf. Elle m'énerve beaucoup. Bien sûr, son père, Kyle, qui est le mari de la sœur d'Althea, qui est capitaine sur leur navire vivant. Pareil, c'est un mec de ouf. Enfin, j'espère qu'il va leur arriver quelque chose parce que je les supporte vraiment mal, mais sinon, j'espère que je vais terminer ce livre assez rapidement. Ce que j'avais commencé et terminé entre deux séquences de ce vlog, c'est un livre audio de Ami Tantera. Je ne sais pas comment on le prononce. C'est Écoute mes mensonges. Je l'avais écouté sur Nextory parce que, comme je vous ai dit, avec nos lectures communes avec mes copines d'Ukraine, on a choisi ce livre pour le fin novembre parce que au début, on voulait lire le Mile High de Lee Stamford et après, on a changé d'avis. On s'est dit, on va lire encore un polar thriller au mois de novembre et pour le mois de décembre, on va se laisser quelque chose un tout petit peu plus léger et romantique. Et je pense que c'était une bonne décision. J'ai écouté ce livre, allez, en 3 jours, c'est-à-dire que
J'ai terminé déjà hier soir. Oui, je crois que c'était 3 jours. J'ai écouté mercredi, mardi et je l'avais commencé, oui, lundi soir. Ça s'écoute, très, très rapidement. Je ne peux pas dire que c'est vraiment un polar ou un thriller de ouf. On suit ici, l'histoire, elle commence un tout petit peu bizarrement. Hem, on suit Lucie. Lucie qui, il y a 5 ans, elle était soupçonnée, du meurtre de sa meilleure copine. Enfin, on dit, je crois, sur la quatrième de couverture que c'était sa meilleure copine, mais quand on écoute ou quand on lit le livre, on comprend que c'était pas sa meilleure copine. Ils étaient vraiment des bonnes copines, mais on ne peut pas dire qu'ils étaient copines depuis leur enfance ou quelque chose comme ça. Enfin, pourquoi on la soupçonne de ce meurtre? Parce qu'elle était retrouvée après une soirée un tout petit peu arrosée. Le lendemain matin, elle était retrouvée à côté du corps de sa copine qui était tuée sauvagement. Elle est couverte de son sang, mais sauf que elle se rappelle de rien, ce qui s'est passé. Manque de preuves, on la relâche. Mais bien sûr, dans ce petit village de Texas où il vivait, tout le monde la soupçonne, tout le monde pense qu'elle elle a juste simulé l'amnésie et que simplement elle ne veut pas, elle est plus maligne que la police. Et, et, euh, et en fait, pour partir de cet enfer, en fait, Lucie, elle part vivre à Los Angeles et c'est là où on la retrouve au début du livre. Elle est en couple, mais sa vie, elle bascule parce que elle était virée de son boulot. Euh, et en plus de ça, il y a un post ou comment on dit comme ça, enfin un mec qui fait les podcasts. Euh, il, euh, il fait le podcast sur elle, sur cette affaire. Il aimerait bien savoir est-ce que Lucie, elle ment ou est-ce qu'elle dit la vérité. Mais elle, au début, elle n'est pas d'accord de lui donner des interviews. Fin de compte, quand elle était virée de son boulot, sa grand-mère l'appelle depuis Texas et elle l'invite à fêter son anniversaire, ou enfin, il y avait quelque chose comme ça dans ce genre. Et Lucie, elle n'est pas très chaude de revenir dans son village natal, bien sûr, parce que tout le monde là-bas la regarde bizarrement et de travers. Mais elle veut faire plaisir à sa grand-mère et bien sûr, elle se retrouve là-bas en même temps que Ben, ce mec qui fait le podcast sur elle. Euh, c'est vraiment une coïncidence bizarre, mais bref, à fin de compte, elle est d'accord qu'il interviewe parce que même au fond d'elle, elle aimerait bien savoir la vérité sur cette affaire. Est-ce que c'était vraiment elle qui avait tué sa meilleure copine euh, ou c'était quelqu'un d'autre? L'idée de ce livre, il est vraiment pas mal, sauf que je pense qu'il vaut mieux de le lire en papier. Vu que moi, je l'ai écouté, franchement, sur Nextory, c'était super, les narrateurs, parce qu'il y a 2 narrateurs, il y a homme et femme, c'était vraiment presque comme on peut, vous savez, je sais pas comment dire, un spectacle sur le radio avec la musique, etc., etc. Mais vu qu'il y a pas mal de personnages, et on a le point de vue de Lucie et après il y a cette histoire de podcast où Ben il prend l'interview de beaucoup d'habitants de ce village. Moi j'étais jusqu'à la moitié du livre, j'étais un tout petit peu perdue dans tous ces personnages. Mais à fin de compte, on se retrouve quand même. Mais je ne peux pas dire, moi je devine jamais qui est le tueur, mais quand même j'avais des petits soupçons et quand on a su qui c'était, j'étais pas très surprise. Il n'y avait pas cet effet waouh, ou je sais pas quoi. Enfin bref, pour moi, c'était comme ci, comme ça. J'ai mis 3 étoiles pour ce livre et c'était bien, mais sans plus. Et vu qu'il me restait encore jusqu'à la fin de mon abonnement mensuel, je crois, il me reste encore 6 heures d'écoute. J'ai pensé que je vais continuer quand même Le Cri de Nicolas Beuglet. J'avais commencé ce livre en papier et j'ai lu l'équivalent, je pense, de 17 chapitres en papier. Après, j'ai commencé à écouter un tout petit peu
en audio, mais j'ai laissé de côté. Entre-temps, j'ai fini d'autres choses. Enfin bref, et vu que maintenant il me reste ces 6 heures, en papier, je ne vais pas le continuer. Mais en audio, quand même, je vais suivre cette histoire jusqu'à la fin. Pareil, pour moi, c'est pas très passionnant. Ici, l'histoire, elle commence avec notre protagoniste Sarah, qui est l'inspectrice de police en Norvège. Elle est, je sais pas s'il a la double nationalité. Enfin bref, elle était née en Norvège, mais son père, il était français. On nous explique ça dès le début et je m'en doutais que moi, je suis venue ici parce que je pensais ça va être, vous savez, ce thriller nordique. Et au début, c'était le cas. Mais après, comme je vous ai dit, en fait, on vient en France et c'est là où l'histoire, pour moi, elle devient beaucoup moins passionnante. Enfin, on suit Sarah, une nuit d'hiver, elle est appelée parce que il y a un soupçon de meurtre dans une clinique psychiatrique pas très loin d'Oslo. Elle vient là-bas, on se rend compte très très vite que le personnel de cette clinique, ils essayent de dissimuler, euh, on va dire, une mort suspecte pour un suicide. Là, il commence beaucoup d'actions dès le début du livre parce que le directeur de cette clinique il essaye de faire sauter tout, et lui il périt dans l'incendie de cette clinique, etc., etc. Et après, pour connaître l'histoire de cet homme qui était mort, et qu'on essaye de présenter sa mort comme le suicide, Sarah, elle doit partir en France parce qu'elle découvre comme quoi on lui a administré quelque chose comme des médicaments interdits qui venaient d'un laboratoire qui est en France. Et c'est là que pour moi, ça a commencé vraiment à faire too much parce qu'elle arrive ici, elle découvre certaines choses, en fait, un monsieur qui travaillait dans ce laboratoire avec qui elle voulait parler, qu'il est mort aussi. Là, elle se rabat en fait sur la piste de son frère et dans la famille de son frère, c'est aussi toute une histoire. Et je trouve que vraiment, aux gens comme ça, vous savez, c'est comme la série sur TF1 Demain nous appartient. Franchement, quand je regarde cette série, il me semble que la ville de Sète, c'est une ville où il se passe plus de choses que partout dans le monde, même pas en France. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, c'est pareil. Je trouve qu'il y a euh, trop de tout. Et c'est pour ça, en fait, ça fait l'effet un peu bouilli, tout ça. Enfin bref, là, je pense que je suis à peu près, oui, j'ai écouté jusqu'à le chapitre 26 et je vais le terminer comme ça, mais j'attends pas grand-chose. Franchement, je pense pas que vraiment Nicolas Beuglet, c'est mon auteur. Mais on verra bien. Ce que je voulais vous dire encore, euh, pour le mois de décembre, je pense que j'aimerais bien quand même essayer de lire. Je ne suis pas une lectrice saisonnière, mais j'aimerais bien quand même lire quelques histoires euh, de Noël et peut-être même les romances. Mais chez moi à la maison, je n'ai pas grand-chose parce que franchement, je vois pas d'utilité on va dire, de dépenser l'argent pour ce genre de littérature parce que c'est vraiment les livres pour une fois. Mais quand même, l'année dernière, j'avais acheté une romance de Noël de Anna Scott qui s'appelle Un Highlander sous le sapin. Je l'avais même commencé, mais still j'ai tenu 2 chapitres. Et après, c'était terminé. Cette année, franchement, je me rappelle que c'était pas si mauvais que ça, pas si mauvais que ça, ces 2 premiers chapitres, mais cette année, je vais essayer quand même de le continuer et j'aimerais bien aussi lire le tome 2 de Cozy Christmas Mystery de Karine Pitoki. Et le tome 2, il s'appelle Murder Party au manoir. J'ai lu le tome 1 l'année quand il était sorti, c'est-à-dire il y a 3 ans. Euh, il était pas mal, mais c'est vraiment, vous voyez, ce genre de livre, voilà, comme je dis, vous le lisez une fois, c'est cosy, c'est cocooning, etc., etc., c'est bien pour la saison, mais après, je l'ai revendu le livre, et voilà, et je pense que je l'avais revendu l'année dernière, et je me suis acheté sur Vinted le tome 2. Mais je ne l'ai pas lu l'année dernière, et je vais le lire cette année. Le tome 3 qui est sorti, qui vient de sortir, je pense, en octobre, il m'intéresse pas du tout parce que là-bas, l'histoire, il se passe à New York. Et moi,
dans ce genre de roman cosy mystery, j'aime bien justement ce vibe de campagne anglaise enneigée et pas des grandes villes comme New York. Voilà, je vais essayer de lire le tome 2. Ça, c'est les deux livres que j'ai à la maison. Et en plus, vu que je vais à la bibliothèque la semaine prochaine, j'aimerais bien voir ce qu'ils ont. Peut-être ils ont sorti aussi un tout petit peu de romans de Noël. J'ai regardé dans le catalogue, mais c'est très difficile de dénicher quelque chose vu qu'il y a pas mal de livres. Et peut-être je vais me prendre aussi un ou deux romances. Et qui sait? Parce que comme je dis, vu que je suis beaucoup maintenant dans romantasy, ce qui est très très bizarre parce que j'ai pas lu de romantasy depuis 3 ans. Euh, et il y a 3 ans, oui, je pense que c'était justement en automne 2022, j'ai découvert pour moi ce genre. J'ai lu bien sûr le premier tome d'Akotar. À l'époque, il y avait Serpent et Z-Dove ou je sais pas quoi de Shelby Mayorine. Enfin, il y avait quelques livres comme ça que j'ai lus d'un seul trait. Et après, je pense que j'avais un tout petit peu un petit overdose et j'ai arrêté. Et là, en fait, je reviens vers ce genre-là et j'ai pensé que peut-être même les romances, ça peut se faire ça peut me combler un petit mois de décembre. Enfin, on verra bien. Je vais aller à la bibliothèque et je vais vous dire qu'est-ce que je vais dénicher. Voilà, ça va être tout pour aujourd'hui. On se retrouve, je pense, au milieu de la semaine prochaine et comme ça, je vais clôturer ce petit vlog lecture. Bonjour tout le monde, aujourd'hui on est mardi le 25 novembre et je reviens vers vous pour clôturer ce petit vlog lecture. J'ai 3 livres que j'avais terminés hier. Tout d'abord, on va commencer par le livre que j'ai terminé en audio. Je vous avais dit qu'il me restait quelques heures et j'ai décidé de terminer le cri de Nicolas Begley et franchement c'est pas du tout je pense que c'est pas du tout mon auteur. C'est déjà le deuxième livre et le deuxième livre qui me plaît pas forcément et pourtant celui-là le cri il est bien noté sur Goodreads. Je pense qu'il a à plus de 4 étoiles, style 4,2 ou quelque chose par là, c'est-à-dire que c'est l'un des meilleurs livres de l'auteur et moi j'ai pas aimé du tout. Comme je vous ai dit, ici, c'était l'histoire qui a commencé en Norvège. Euh, et moi, je suis venue dans cette histoire en espérant lire quelque chose de comme thriller nordique. Et après, quand l'histoire elle était basculée en France et après euh, encore plus loin, je pense que ça a dégénéré un peu. Pour moi, c'était trop d'événements qui n'étaient pas du tout crédibles à mon sens. Et là, vous voyez le tout dernier roman de Nicolas Begley, qui était le premier pour moi, c'est Transylvania. Je vous ai dit, c'était pareil en fait. Je sais pas, est-ce que c'est le quatrième de couve qui vous trompe un peu? Parce qu'ils vous vendent l'histoire comme si c'était l'histoire de château de Dracula en Roumanie, etc., etc. Et après, en fait, c'était basculé euh, sur les euh, sur les enquêtes qui se trouvaient en Allemagne, après plus loin. Et ici, c'était pareil. Ça commençait en Norvège, après c'était venu en France, après en Angleterre, plus loin, on a fini aux États-Unis. Et c'était un tout petit peu, comme vous savez, l'histoire, le thriller un peu d'espionnage même, on va dire comme ça, parce que on essaye de trouver pourquoi ce patient que personne connaissait le nom dans une
qui était enfermé depuis 40 ans dans une clinique psychiatrique en Norvège. Pourquoi il était mort? On découvre qu'il y avait des tests de médicaments interdits qui étaient faits sur lui, etc., etc. Et à fin de compte, ça se bascule sur une histoire mais presque fantastique que je trouve que franchement pour moi l'explication qui était à la fin du livre c'était pas du tout crédible, c'était vraiment euh, non. Je sais pas si vous avez lu Nicolas Beuglet, peut-être. Je sais que ça c'est le début d'une série. Après, je pense que c'est dans le même série que Complot et encore un livre. Et je sais qu'il y a une autre série de Nicolas Beuglet. Peut-être l'autre série il est un peu meilleur. Mais si c'est à chaque fois on commence à et on commence dans un point et après, en fait, on termine avec quelque chose qui n'est pas du tout cohérent. J'ai pas envie. Dites-moi, en fait, si vous avez lu Nicolas Beuglet, votre livre préféré, et je vais peut-être donner encore une chance à cet auteur, mais sinon, j'ai vraiment une forte impression maintenant que c'est pas du tout mon auteur. Le deuxième livre que j'avais terminé hier, c'était le troisième tome dans la trilogie euh, de Pierre Pavel, Les lames du cardinal, et le troisième tome, il s'appelle Le dragon des arcanes. Franchement, c'était à la hauteur de deux premiers tomes. Quand je vous ai dit, ils ont coupé ça en trois livres, mais sinon, vous pouvez le lire d'un seul trait parce que, et même je vous le conseille parce que moi, j'ai fait une pause entre le premier et deuxième tome à peu près de 2 semaines et après, il fallait se retrouver dans tous ces personnages parce que les personnages, il y en a pas mal. Ici, ça se termine avec un, on va dire, un gros combat épique entre les dragons et les humains qui protègent Paris, qui protègent le royaume de France. Euh, je- Certes, c'est aussi un tout petit peu fantastique, science-fiction, etc., etc., mais c'était quand même très passionnant. C'était vraiment comme une réalité parallèle euh, et l'histoire un tout petit peu alternative, mais j'ai bien aimé, franchement, et ça me donne envie de continuer. Avec l'autre trilogie de Pierre Pével, dont le premier livre j'ai dans ma bibliothèque, c'est le Paris de merveille. Ici, je ne vais pas vous raconter l'histoire parce que c'est comme je vous ai dit, c'est comme si je vous avais raconté les 10 derniers chapitres sur 30, parce que pour moi, clairement, les trois tomes, c'est un seul livre. Et si vous n'avez pas vu ma vidéo précédente, grosso modo, c'est l'histoire de hum, comment dire, de l'unité spéciale qui a été créée par Cardinal Richelieu, qui s'appelle les lames du cardinal, sont, qui ont pour mission protéger le royaume de France de dangers d'invasion des dragons qui sont grosso modo qui dirigent l'Espagne de l'époque. Vous voyez, c'est un tout petit peu cette histoire de complot, c'est les histoires de politique, mais il y a pas mal de drama aussi, je sais pas, c'est vraiment passionnant. Moi, j'ai bien aimé, je sais pas, est-ce que c'était vraiment le mood euh, pour ce livre-là, mais j'ai bien aimé. Il y a aussi un tout petit peu d'amour, il y a aussi un tout petit peu de trahison, de mystère, etc., etc. Mais je vous conseille, c'est pas, comment dire, c'est pas quelque chose de moderne, on va dire comme ça, parce que c'est quand même le livre qui était sorti, vous voyez, ici, c'est les éditions Bragelonne 2010. C'est-à-dire que ça date pas d'aujourd'hui. Mais vous savez, moi, dans mes vidéos, peut-être vous n'allez pas voir vraiment des livres qui sortent là tout de suite et je vous fais des chroniques parce que déjà j'ai pas de service de presse comme beaucoup euh, de youtubeurs, de booktubeurs, parce que ma chaîne elle est toute petite et normalement c'est la chaîne du tricot et là je me lance aussi dans les livres. Mais même, vous voyez, en fait, moi je lis ce que j'ai envie de lire maintenant et peut-être c'est pas tout à fait à la mode ce que je lis, mais franchement cette histoire, comme je vous dis, elle date pas d'aujourd'hui, mais c'est vraiment passionnant si vous êtes dans ce genre-là, quoi. Et le troisième livre que j'avais terminé hier, c'était le premier tome des Aventuriers de la mer de Robin Hobb. Franchement, j'étais surprise dans le sens que j'ai lu la première trilogie qui parle de Fitz, l'assassin royal, et là-bas, malgré qu'il y avait les trois tomes,
chaque tome, c'était comme une histoire terminée. Certes, on savait qu'il y a l'extension de l'histoire, il y a la suite, etc. Mais quand même, l'histoire, elle était terminée. On n'était pas pressé de lire le prochain livre. Ici, j'étais surprise parce que c'était terminé quand même brusquement, c'est-à-dire il n'y a pas un gros cliffhanger, je sais pas quoi, mais quand même, ça serait bien de lire la suite tout de suite. Et moi, je suis pas tout à fait dans le mood parce que j'ai envie de lire quelque chose d'autre, surtout là, au mois de décembre. J'ai fait j'ai pas fait ma pile à lire, on va dire comme ça, mais j'ai vraiment très envie de lire plus de romances, peut-être un tout petit peu de romances de Noël, un tout petit peu de romantasy. J'ai plus envie de quelque chose plus léger que la fantasy épique. Et ça, c'est le genre de Robin Hood. Mais j'étais quand même contente parce que à la fin du livre, ça s'est accéléré un peu. Il y avait plus d'événements. Là, les histoires, ils commencent à se mêler. C'est-à-dire que ça, il y avait plusieurs histoires, on va dire, un tout petit peu séparées. Et là, ça commence tout à se rejoindre dans une seule histoire. Et franchement, j'espère que dans le deuxième et troisième tome, ça va être encore mieux que ça, parce que pour l'instant, euh, je suis pas dans le camp qui dit que les aventuriers de la mer, c'est meilleur que l'assassin royal. Pour moi, l'assassin royal, il reste quand même dans les 5 étoiles, que là, c'est plutôt 4 étoiles. Mais j'attends beaucoup quand même de la suite. Voilà, ça c'est les 3 livres que j'ai terminés aujourd'hui. Comme je vous ai dit, aujourd'hui on est le 25 novembre, il me reste encore 5 jours jusqu'à la fin du mois et j'ai encore quelques livres dans ma tête que j'aimerais bien lire jusqu'à la fin du mois. Il y en a, je pense, 2 livres à terminer, mais je pense pas que je vais les terminer parce qu'il y en a un vraiment que je suis très très mitigée et il y en a un livre entier que je vais commencer aujourd'hui et je veux le lire jusqu'à samedi parce que c'est le livre de la bibliothèque et il faut que je la rende. Voilà, voilà. Mais ça va être déjà dans le prochain vlog. Et justement, demain, on va aller à la bibliothèque de Bordeaux avec Adèle. Et j'espère de trouver là-bas quelques titres qui vont m'intéresser justement pour le mois de décembre. Mais ça va être dans la prochaine vlog. Voilà, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo-là. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous allez lire au mois de décembre. Est-ce que vous êtes vraiment dans ce mood de Jingle Bells? On va dire comme ça. Et je vous remercie encore une fois et je vous dis à très bientôt.